Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite, de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique. Quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences. Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous et merci à l'ASM Clermont-Auvergne et au staff médical, au staff technique et prépa physique de m'avoir accueilli ici. C'est un épisode spécial où je vais discuter avec le staff médical de l'ASM Clermont-Auvergne pour savoir un peu comment ils s'organisent et comment tout ça se passe ici au plus haut niveau en top 14 en rugby. On va commencer par les présentations et votre définition personnelle de la performance. À toi, Paul. Salut Julien, merci à toi en tout cas de nous faire découvrir l'envers du décor de tes podcasts. Bienvenue du coup à l'ASM, bienvenue au stade Marcel Michelin. Merci. Du coup, pour moi, la performance, c'est une sorte d'état de grâce, un moment où les planètes s'alignent dans le sport, comme en dehors. C'est un moment pour moi où en fait tout réussit, que ce soit un individu ou à une équipe. En fait, tout est réuni ce jour-là pour que tout se passe bien. Quand je dis tout, on peut parler de la performance physique. Donc ça, c'est peut-être le paramètre le plus facilement objectivable. Mais il y en a d'autres. Ça peut être la performance technique, la performance tactique, la performance mentale. Et après, je pense qu'il y a un autre facteur à pas négliger, c'est le facteur environnemental. Ce que j'entends par là, ça peut être la météo, l'équipement, l'état du terrain, l'ambiance. Moi, il y a quelques années, quand j'étais devant ma télé et je pratique à un petit niveau la course à pied, notamment le marathon. C'est vrai qu'en 2019, quand j'ai vu les championnats du monde d'athlétisme à Doha, moi j'ai été, comme pas mal de monde, un peu surpris d'une part de l'horaire du départ de ce marathon. C'était un marathon qui commençait à 23h, donc déjà une course de nuit. Forcément, c'est en décalage total avec les habitudes de ces athlètes, quoi. Personne, je pense pas qu'ils s'entraînent la nuit, forcément un peu déréglé par rapport à ça. C'était la nuit parce que très chaud la journée. Départ à 23h, il faisait encore 30 degrés, plus de 50% d'humidité. Donc évidemment, c'était une évidence. Le coureur qui finit premier ce jour-là, il finit à plus de 10 minutes du record du monde. C'était évident au vu des facteurs environnementaux que ce jour-là, la performance, elle allait être moindre. Ouais, tout à fait. Et tu viens d'où alors ? Je viens d'où ? Ouais. Alors moi c'est un peu, j'ai des parents, un papa qui était commercial, donc on a beaucoup bougé, mais mes racines elles sont en Picardie, à Soissons. Okay. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est entre Paris et Reims, mais ça fait une quinzaine d'années maintenant que ma famille, mes frères sont à Nîmes. Ok. Donc voilà. Et t'as fait quelle étude ? Donc l'IFMK de Montpellier. Ok. IFMK de Montpellier, diplômé en 2013. La découverte du coup du rugby dans un stage avec le club de rugby de Montpellier. Ouais. Et en fait pour moi à ce moment-là ça a été une surprise. Moi c'est vrai que le rugby c'était pas ma passion, j'ai jamais pratiqué, très peu suivi à la télé, j'étais plus football et sport d'endurance. Mais c'est vrai que du coup pendant ce stage j'ai découvert en fait un sport où il y avait toutes les pathologies de la médecine du sport et aussi des rapports humains hyper simples, quoi. Hyper simple, c'est des rapports vrais. Enfin, nous on le vit aujourd'hui au quotidien, quoi. C'est des rapports directs. Voilà. Okay. Donc c'est vrai que la diversité des pathologies et ces rapports directs, ça a provoqué un coup de cœur. Donc j'ai été diplômé en 2013. Après j'ai commencé une activité libérale à Nîmes, dans un cabinet où tout de suite moi je savais que ma passion c'était la kiné du sport. Voilà, c'est un métier, mais c'est clairement une passion et ça s'est révélé assez vite. J'ai commencé à mettre un petit peu la main dans le monde du sport avec le club du rugby de Nîmes, avec les jeunes et avec du coup l'équipe première aussi un petit peu qui était en fédéral 1 ou 2 à ce moment-là si je dis pas de bêtises. Et puis rapidement en fait Perpignan l'USAP cherchait un kiné, leur kiné eux partait à Montpellier, ils cherchaient un kiné pour le remplacer donc avec l'équipe 1 en Pro D2
Et bon, voilà, j'ai fait preuve de motivation, j'ai rédigé mon CV, ma lettre de motivation, je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà trouvé quelqu'un, mais j'ai rappelé, en fait, jusqu'au moment Ça passe. où bah ouais, en fait, eux, ils avaient jeté leur dévolu sur un autre kiné, et puis en fait, au niveau contractuel, ils sont pas tombés d'accord. Ok. Donc 3 jours avant le début de la saison, on m'a rappelé, on m'a dit, écoute, toi, t'as l'air motivé, si jamais t'es prêt à être nous si pour toi c'est possible d'être avec nous dans 3 jours, tu viens. ouais, c'est le début de la saison, bah le poste c'est pour toi. Ok. Donc voilà, j'étais avec ma femme à ce moment-là et on était dans la voiture, dans le camion de déménagement, on allait partir à Nîmes, et en fait, voilà, ma femme elle m'a dit, mais écoute, c'est ce que t'as envie de faire, ça te passionne, on n'a pas d'enfant, on y va. Donc voilà, ça a commencé comme ça, une saison à Nîmes, et puis à Perpignan. Et puis ça fait après, donc j'ai fait une saison à Perpignan, l'ASM dans la foulée, eux cherchaient un kiné. Moi c'est vrai que j'étais bien à Perpignan, mais bon voilà, comme un premier contrat dans un club pro, que ce soit au niveau financier, au niveau des moyens matériels aussi sur place, des moyens humains, je sentais pas mal de limites. Et à ce moment-là, l'ASM eux cherchaient un kiné, donc forcément un club avec beaucoup plus de moyens humains, financiers, matériels. C'était pour moi un club référence en matière de médical. Donc un peu pareil au culot, j'ai répondu à l'annonce en me disant on sait jamais, advienne que pourra. Et puis les choses se sont faites, ça fait maintenant 7 ans que je suis à l'ASM. Ok, top. Merci. Xavier? Bienvenue à toi, et puis merci de nous accueillir pour ton podcast. Donc Xavier Blanquet, kinésithérapeute à l'ASM. Au niveau de mon parcours, moi j'ai fait STAPS d'abord, comme beaucoup de confrères, je pense, qui se trouvent une vocation après au gré des blessures ou des diverses rencontres. Donc du coup, moi j'ai fait une équivalence et j'ai fait mon école sur Paris. Avant ça, j'ai joué un petit peu au rugby, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'a intéressé le jour où l'ASM m'a contacté pour venir travailler ici. Moi, j'ai fait, à la sortie de mon diplôme en 2010, j'ai bossé un petit peu au Stade Français, je suis resté un peu sur Paris. Ensuite, je suis descendu à Bordeaux pour m'installer en libéral. Et puis un jour, au gré des rencontres, c'est toujours un peu comme ça dans le rugby, Raphaël Aubin, qui était alors kinésithérapeute, m'a dit, est-ce que tu veux venir bosser à l'ASM? Et oui, forcément, quand t'es ancien rugbyman et puis que t'aimes ton sport, c'est allé relativement vite. Moi, pareil, j'étais installé. Donc, beaucoup de changements très rapidement, quoi. T'emmènes ta famille, tout ça. Au sujet de la performance. Oui. Du coup, pour moi, c'est maîtriser ce qui est maîtrisable. Le sommeil, l'alimentation, toute la base pour un athlète que tu peux maîtriser. Après, pour moi, si jamais la base est pas là, ou même en kinésithérapie, en fait, on parle des mouvements de base, je parlais par exemple du squat, d'un RDL, tout ça. Pour moi, tant que la base, elle est pas là sur des choses très simples, en fait, tu peux faire ce que tu veux, additionner des gadgets. Pour moi, après, ça reste que du gadget. Donc, maîtriser ce qu'on peut maîtriser, parce que bien souvent, comme on disait tout à l'heure, tu te rends compte que, nous, ici, on a un diététicien qui suit les mecs, on a des repas qui sont planifiés, mais en dehors de ça, les mecs, ils suivent pas toujours une hygiène de vie vraiment super. Et donc, du coup, moi, je me dis que bien souvent, faut revenir aux bases, et après, tu peux construire quelque chose avec des choses un peu plus folle. Un peu plus folle. Mais déjà revenir à la base, parce que on voit trop souvent des modes, tu les utilises pendant 1 an et demi, et en fait tu reviens toujours aux bases sur la performance. Donc top. Voilà. Top. Clément. Bonjour, et merci de nous donner la parole. Donc je vais enchaîner tout de suite sur la performance, du coup, avant de me présenter plus. Vas-y. Pour moi, ce serait vraiment améliorer en fait nos capacités collectives. Donc, je me mets presque avec les joueurs. Donc, aider les joueurs à améliorer leurs capacités pour qu'eux puissent en fait repousser leurs limites et atteindre les objectifs que eux se sont fixés et que l'équipe s'est fixée. Pour du coup performer et revenir sur la performance. Du coup, c'est presque, on a tous nos personnalités et en fait presque ce serait d'être très cadré, de rester encore, comme disait Xav, très simple, etc. pour que eux aussi puissent s'exprimer le mieux possible. Et du coup, mon parcours, moi j'ai joué au rugby mais dans des équipes jeunes. Et après j'ai fait ma première année commune aux études de santé à Dijon.
J'ai fait l'IFMK de Dijon. Durant mes études, j'ai fait quelques stages en top 14 parce que comme je joue au rugby, je voulais un peu allier les deux. Et du coup, j'ai été diplômé en 2020. J'ai fait 2 saisons à l'Union Sportive Montalbanaise, donc en Pro D2. J'ai eu la chance d'intégrer tout de suite en fait une équipe de rugby pro, donc ça c'était top. Et du coup depuis juillet, je suis à l'ASM Clermont-Auvergne. Top. Et Rémi, alors le doc, juste, donc là on a les 3 kinés, il manque Jean Bossan qui est en formation, et donc on lui fait un coucou spécial. Et donc Rémi, le doc, d'où tu viens et ta définition? Bonjour Julien, merci de ton accueil et on est ravis de te recevoir ici à Clermont. Alors je vais commencer par la définition de la performance. Pour moi, le mot performance, ça évoque un résultat. Mais la problématique qui découle de tout ça, c'est quoi faire au quotidien pour parvenir à ce résultat. Donc tout le travail nécessaire pour arriver à cette fin qui est le meilleur résultat possible. Et surtout produire ce travail sur la durée. Et c'est toute la complexité pour moi de la performance. C'est non seulement travailler fort pour parvenir à un résultat, mais pouvoir conserver ça dans le temps. Alors après la performance au niveau médical, c'est toujours un petit peu différent de la performance sportive. Et s'il y a quelque chose que je retiens de mes plusieurs années en tant que médecin de top 14, c'est qu'il faut parfois rester humble et accepter que la performance médicale, même si on l'estime plutôt pas trop mal, elle a pas toujours une influence majeure sur la performance sportive. Et il faut rester très très humble avec ça. Voilà. Donc ça, c'était pour la performance. Mon parcours, moi, donc je suis un peu le régional de l'étape. Je suis clermontois de base. J'ai fait ma fac à Clermont. Après, ma spécialisation en médecine du sport à Clermont, Lyon et des DU sur Paris. J'ai travaillé quelques années en libéral, puis ensuite j'ai intégré le centre de l'ASM Omnisport, où il y a donc c'est un club omnisport avec beaucoup de licenciés et beaucoup de disciplines du coup avec toutes les pathologies qui vont avec et l'avantage d'avoir comme patient des petits de 3 ans jusqu'à des anciens qui font de l'athlétisme à 90 ans, donc c'était super formateur, c'était top. Puis j'ai intégré le staff des espoirs et puis depuis 2019 le staff pro, donc c'est ma 4e saison. J'ai attaqué en 2019, première année Covid. Voilà. Donc c'était un bon bisutage et une bonne arrivée dans l'univers professionnel. Ouais. Et du coup, alors pour en savoir un peu plus, comment vous bossez ensemble, comment vous organisez, qui fait quoi? Alors le fonctionnement, il est forcément propre à notre staff et il découle de ce qui se faisait avant et de ce qu'on a adapté vraiment petit à petit. Je laisserai les kinés après revenir un peu sur leur organisation à eux, mais on a 4 kinés temps plein. Ouais. Donc on a Paul, Marie et Xavier qui sont là depuis 7 ans, Jean depuis 2 saisons et Clément qui est arrivé l'été dernier. La répartition globale des rôles, c'est que Paul et Xavier, en tant qu'anciens, ils travaillent un petit peu plus spécifiquement sur la réhab. Ok. Et Clément et Jean, ils sont un peu plus dédiés aux soins sur table et à l'organisation des programmes de prévention des blessures et également de la tenue à jour de l'épidémiologie avec moi. Parallèlement à ça, on a un ostéopathe et une kiné qui s'occupent des massages de récup qui interviennent ponctuellement au club. Ok. Voilà, au niveau médical, donc on est 3. Moi, je suis à temps plein, je suis responsable médical du staff. On a un deuxième médecin, le docteur Mathieu Abbott, qui travaille également en médecine du sport au CHU, qui est présent à temps partiel et qui fait un match sur 4. Et enfin, le docteur Armand Bonin, qui travaille en libéral en cabinet et qui est également médecin au Clermont Foot, qui nous aide sur les matchs le week-end aussi. Donc, on est 3 et on a la chance à Clermont de bénéficier d'un environnement médical qui est très très qualitatif avec des correspondants vraiment performants dans beaucoup de disciplines, que ça soit les chirurgiens, la radiologie, les cardios. Enfin, on a vraiment tout un environnement qui fait bloc derrière le staff médical et qui nous permet d'être à la fois réactifs sur les délais, les demandes d'examen, tout ça. Mais qui au quotidien est présent dans tout ce qu'on fait et c'est très confortable en tant que médecin de staff d'être entouré comme ça. Ouais.
Et hyper réactif même. Je me permets de. Ouais. Oui, bah c'est sûr que quand on arrive du libéral où on met un mois pour avoir une IRM, d'avoir la journée ou le lendemain, c'est top. Toujours très confortable. Ouais. Mais après, ça peut avoir l'effet pervers de nous déconnecter un peu de la réalité. Ouais. Et c'est souvent ce qui se passe avec les joueurs, c'est que avoir une IRM en 2 heures, ça devient la norme. Ouais, enfin, ouais, d'accord. Voilà. Bon. Ok. Donc on s'applique à leur faire rester les pieds sur terre au quotidien. Top. Bon, sinon sur le rôle du médecin un petit peu plus précis. Oui. Donc on a bien sûr la surveillance des matchs et le diagnostic initial des blessures. Une fois qu'on a ça, bien sûr, la problématique suivante, c'est de poser un délai, et ça, c'est quelque chose qui se fait en concertation avec les kinés et puis parfois avec les chirurgiens si besoin. Au quotidien, on a bien sûr tout le suivi de médecine générale des joueurs, qui sont finalement des gens comme tout le monde et qui peuvent avoir la gastro ou la grippe. Et pas oublier une part de notre travail qui est pas forcément la plus sympathique, mais qui est en tout cas une des plus chronophages, c'est le travail administratif. Donc la tenue à jour des dossiers et notamment programmer tous les examens réglementaires obligatoires de la ligue, les bilans cardio, les échographies, les tests d'effort, les IRM cervicales. Donc organiser un petit peu tout ça. Donc, c'est vrai que c'est assez vaste. Et pour les kinés, du coup, tu nous as dit un peu qui faisait quoi? Ouais, bah effectivement, Rémi, il a commencé à dessiner un petit peu les contours, nous, de l'organisation kiné. Donc, vous l'avez dit déjà à plusieurs reprises tout à l'heure, on est 4 kinés à temps plein. Donc, voilà. Alors, Xavier est arrivé en 2016, on est arrivé la même saison, en fait. Donc, c'est vrai que, bah, naturellement, suite à l'année dernière au départ de Raphaël Aubin, qui était là depuis plus de 10 ans, qui chapeautait fort le staff médical et le staff kiné, et qu'il faisait très bien. On nous a confié la mission avec Xavier de prendre le relais sur cette partie-là. Quand je dis cette partie-là, en fait, c'est assez simplement assurer le bon fonctionnement du staff kiné, quoi. Donc le bon fonctionnement, c'est pas forcément un rapport hiérarchique. Enfin, on est tous les 4 kinés, diplômés d'État. Et j'ai pas la prétention d'être meilleur que Clément ou que Jean. Mais en fait, c'est assurer la qualité des soins, réfléchir en amont sur la répartition des rôles. Et on a pas mal de tâches et on reviendra dessus juste après, mais voilà, c'est sûr que être sûr que toutes ces tâches-là soient bien faites, et pour qu'elles soient bien faites, c'est un peu plus simple que chacun soit aussi assigné à l'une d'entre elles. Ouais. C'est aussi la rédaction des protocoles. La chance qu'on a à l'ASM, je pense que j'ai dit, il y a Raphaël Aubin qui est passé, il y a Loïc Suberbord qui est parti il y a 2 ans du club aussi, qui était, si je me trompe pas, qui avait fait 9 saisons ici et qui avait déjà abattu un gros boulot, quoi, sur les protocoles, sur déjà les avoir en tête, se renseigner dessus, bouquiner fort, échanger à l'international, et qui nous ont laissé un bel héritage à ce niveau-là. Mais après, nous, moi j'estime que voilà, c'est de notre devoir de rendre hommage à cet héritage-là en continuant de les mettre à jour, de les faire vivre, et du coup le devoir de transmission qu'on a aussi envers Clément et envers Jean, et peut-être s'il y en a d'autres qui nous rejoignent plus tard. Voilà, j'espère que c'est sûr pour moi il y a une chose qui est claire, c'est que évidemment on passe nos journées ici, on a envie de te dire bienvenue chez nous, mais moi je suis pas chez moi ici, le club, on est tous de passage, et pour moi c'est évident que on a un devoir de laisser une trace de notre passage ici, quoi, et ça en fait partie, quoi, la rédaction des protocoles, les faire vivre, les mettre à jour. C'est aussi du coup avec Xav on a un rôle sur dessiner les axes un petit peu de travail, donc de recherche et de développement. Ça peut être les échanges. On est ensemble aujourd'hui, t'es venu nous voir dans le cadre d'un échange aussi avec l'hôpital de la Tour, et on vous en remercie, c'est hyper enrichissant pour nous, et on essaie d'en avoir d'autres aussi. Top. Et après les petites tâches du quotidien, quoi, c'est l'entretien du matériel, le renouvellement, essayer de garder un œil sur tout ce qui se fait en pratique, sur tout ce qui se fait en matériel, sur les innovations, sans trop s'y perdre non plus. C'est vrai que j'ai envie d'insister sur un point, c'est que on est dans un club pro, on est dans l'ASM. Je sais que, moi en tout cas, la vision que j'avais de l'ASM, et c'est celle-là, c'est un club assez novateur en matière, en tout cas médicale, donc sur ce qui nous concerne. Mais il y a pas de magie, quoi. Il y a pas de magie, il y a pas de magicien au sein du staff. C'est vraiment des choses, une pratique raisonnée, des choses assez simples, bien faites. Je pense on pourrait vite s'y perdre. On pourrait vite s'y perdre quand on a des moyens financiers, la possibilité d'avoir des moyens matériels. C'est aussi être conscient de la responsabilité qu'on a par rapport à ça, et de pas acheter la nouveauté d'Instagram
ou tout ce qui sort parce qu'on on nous en propose beaucoup, quoi. Donc voilà, une pratique simple, raisonnée, ça c'est les valeurs aussi qu'on se doit de transmettre aux kinés qui nous rejoignent, quoi, et de véhiculer autour de nous. On a un devoir, je pense aussi de communication. Donc on a pas mal d'infos qui nous arrivent de la part des joueurs, de la part de l'extérieur, de la part du staff en interne, staff médical et autres. Donc avec Xav, on centralise ces infos-là aussi, on les fait passer à Rémi, qui lui les fait remonter si besoin, enfin qui sert aussi de filtre. Et ça c'est un rôle qui est pas simple. On est un peu à la croisée des chemins sur pas mal de choses et notamment au niveau des infos. Et voilà, je pense que moi j'ai fait un petit peu le tour sur l'organisation. Alors après non, donc là j'ai parlé du coup du rôle de Xavier et moi. Il y a un rôle, il y a des rôles qu'on partage chez les soins sur table avec Jean, avec Clément, et les soins de terrain. C'est important, la blessure, si on part du principe qu'elle arrive à un instant T, il y a ce qui se passe avant, il y a ce qui se passe à l'instant T, et il y a ce qui se passe après. Donc voilà, on va dire que avec Xavier, on a plus la tâche de ce qui se passe après, sur la rééducation. L'instant T, c'est souvent des pathologies qui ont lieu sur le terrain. Les soins de terrain, c'est des choses c'est une tâche qu'on se partage tous les quatre, que ce soit sur les entraînements ou sur les matchs. Mais ce qui se passe avant, du coup, sur la prévention, c'est une tâche qu'on a choisi de confier à Jean et Clément. Donc je sais pas, Clément, est-ce que tu peux intervenir dessus Ouais, du coup, pour le travail de prévention, donc en plus de ce que peuvent mettre les joueurs en place eux de leur côté, ce qui est peut-être le plus important du travail. Et donc nous on fait des tests de pré-saison, donc collectivement on a une batterie de tests pour évaluer la force musculaire des joueurs sur les membres infs, membres supérieurs, sur le rachis, etc. Force isométrique, excentrique. Enfin, voilà, on a une batterie de tests. De tout ça, on traite les données, on les analyse, on les compare par poste, par exemple, ou de manière sur tout l'effectif, et on retire en fait peut-être de faiblesses ou de joueurs qui sont un peu en dessous de la moyenne des joueurs. Okay. Donc avec ça, avec ces joueurs ciblés, on va additionner en fait les antécédents qu'ils ont eus. Et on va mettre en place donc des séances de renforcement, donc de prévention, pour travailler sur les points améliorés. Et donc ça c'est un travail qui dure toute l'année. On peut refaire des tests pour coller au mieux à la réalité et à l'instant T. Et puis au jour le jour, en fait, 3 matins par semaine, on fait un monitoring pour voir en fait l'état de forme du joueur le matin. Ouais. Et en fonction de ça, donc c'est un test très simple de mobilité, donc c'est un sit and reach. Ouais. Et donc il y a la pesée aussi, etc. Mais du coup on va voir l'état de forme du joueur le matin là, et si en fait ce matin donc au sit and reach c'est une distance, cette distance elle diffère un peu de sa norme à lui. Okay. On va mettre en place un travail d'activation et de mobilité le matin pour le préparer à sa journée, pour qu'il soit dans les meilleures dispositions pour éviter au mieux les blessures, et voilà. Ok, top. Et quel partage des informations il y a entre vous? Tu vois, par exemple, entre Rémi, entre Xavier, comment vous partagez les informations? Est-ce que c'est du live, du quasi-live? Est-ce que vous faites des fois un distanciel? Tu vois, comment vous organisez? Rien qu'au niveau matériel, on a la chance d'être regroupés tous au même endroit, ce qui est pas forcément le cas dans tous les clubs. Comme tu as pu voir dans ta visite, nos bureaux ils sont juste attenants. Donc ça permet une proximité, et on est tous dans la salle de soins au même moment. Donc principalement les échanges se font en live. Mais de plus en plus, et enfin c'est ce vers quoi il faut tendre, on consigne tout. Enfin, tout est consigné. On a un logiciel médical et kiné qu'on est en train de développer sur tablette qui s'appelle Easy Team, qu'on fait en partenariat avec cette boîte qui a été fait dans cette optique-là par un kiné qui travaille à l'OM actuellement. C'est bien ça.
Donc voilà, ça partait du constat que les logiciels kiné de cabinet n'étaient pas forcément adaptés à la vie au quotidienne d'un club de rugby. Ouais. Et le but, c'était de pallier à ces problématiques-là. Donc toutes les informations, que ça soit les antécédents des joueurs, toutes les valeurs des tests ou des monitorings, tout ça c'est consigné dans ce logiciel et c'est là qu'on peut les retrouver à tout moment. On tend à rentrer également toutes les réhab dedans. Voilà. Donc ça au niveau en tout cas du stockage des informations, il y a beaucoup de choses qui sont là. En plus de notre épidémiologie, ça peut-être on en reparlera un petit peu plus tard, mais depuis 6 ou 7 saisons, on a une épidémiologie qui est tenue à jour de manière rigoureuse et qui nous permet à la fois de regarder des tendances, de réfléchir à des choses, de voir quelles sont les blessures qui nous impactent le plus, à quel moment de l'année, sur quel type, je dis n'importe quoi, mais s'il y en a plus à l'extérieur, à la maison, sur quel type de terrain, voilà. Il y a tous les paramètres des blessures sont rentrés là-dedans et ça nous permet d'avoir vraiment tout un éventail d'infos et une base de données qui est à la fois super intéressante mais est monstrueuse en termes de volume derrière. Et du coup, est-ce que tu regardes tous les 6 mois, je veux dire à chaque mi-saison, tu regardes ce qui en ressort, tu regardes en fin de saison ou tu regardes en temps réel où tu en es? Nous, classiquement, on a l'habitude de faire 2 bilans par an avec tout ça. Okay. Après, c'est quelque chose qu'on peut consulter tous les jours. Donc, si on a une impression qu'il y a une tendance de blessures qui reviennent un peu souvent, de choses comme ça, au lieu de rester sur un ressenti, ça nous permet surtout d'avoir des données objectives, fiables, et de savoir ce qui se passe vraiment. Parce que c'est de dire, oula, il y a beaucoup de blessures musculaires parce qu'on a eu 3 ischios d'affilée. Si ça se trouve, on n'en a pas eu depuis 6 mois. Donc, c'est toujours intéressant de réfléchir sur vraiment des données objectives. Voilà. Top. Donc, ça, c'est assez intéressant pour nous. Ouais. Top. On a vu aussi les prises en charge, on va dire, forcément traumato du sport. On va voir un peu ce que vous faites sur le LCA, sur la lésion myo-aponeurotique ou sur une commotion cérébrale. On va commencer par le LCA. Qu'est-ce que vous avez à disposition? Qu'est-ce que vous faites de particulier sur cette pathologie? Déjà, faut savoir que nous, à Clermont, en fait, Dr Van Hill fait une intervention qui est un peu différente de tout ce qu'on voit en général. C'est pas un DIDT, c'est pas un tendon rotulien non plus. En fait, il fait un Jagger modifié. Ok. Donc en fait, il y a ce côté TFL. Ouais. On n'a plus les problèmes de l'appareil extenseur et de l'appareil fléchisseur. Ok. Donc je trouve que les prises en charge, sont vachement simples avec ça. Ok. On a vu avec tous les joueurs qu'on a passés, c'est une rééducation que je trouve facile par rapport à la technique chirurgicale. C'est moins douloureux. T'as pas cette gêne sur le tendon rotulien. Ouais. T'as pas cette gêne de perte de force sur les ischios. Et ça se demandait pourquoi on voit pas plus les techniques. Ouais, en fait, c'est clair. Ouais. Ensuite, du coup, on a un protocole ASM qui était existant, qu'on a adapté au gré de tout ce qui se fait en fait. Tout le monde, pas tout le monde. Je parlais du protocole de Melbourne qu'on utilise quand même pas mal, qui est développé par Mick Hughes. Ouais. Donc ensuite, il y a eu les recommandations d'Aspetar. On a parlé tout à l'heure de Enda King. Ouais. Donc après, on a quand même pas mal de matériel pour mettre tout ça en œuvre. On a des plateformes de force. Ouais. On a une machine isocinétique. On a un halter-G qui nous permet de faire une remise en charge progressive. Ouais. Donc avoir des retours de course. Alors je dirais pas précoce, mais en fait au lieu de partir d'une course 1, tu pars d'une course -5, -7 parce que t'adaptes le poids du joueur. Donc en fait on peut avoir un retour assez précoce. On a la piscine aussi qui nous permet de faire ça avec une remise en charge progressive et très précoce sur la plio. Après on a toujours le principe sur toutes les lésions. On essaie d'appliquer cette pyramide où dans un premier temps on fait mobilité, restitution de la mobilité. Bon, bien sûr après contrôle de l'œdème, ce qui est amplitude, donc mobilité, force et contrôle neuromusculaire. Ensuite puissance et pliométrie, vitesse pour aller au plus haut de la performance. Et en général nous quand on est à course 1 à peu près, on laisse la main au prépa physique et lui après se met à contrôler d'autres choses pour le return to play et ce qu'aime bien
le terme qu'aime bien Paul, il y a le return to play, mais il y a un return to performance aussi. C'est-à-dire que souvent on a les joueurs qui reviennent sur le terrain et qui sont à la compétition, qui ont un genou qui est en bon état, mais on sait très bien que ils reviennent pour jouer un match, mais ils n'ont pas retrouvé leur niveau de performance antérieur. Donc après ça, même quand le joueur est retourné sur le terrain, on a quand même des choses qui sont mises en place pour avoir un suivi, pour qu'il y ait une autonomie sur ses réhab de genoux. On vérifie encore de temps en temps la force, où est-ce qu'il en est, pour continuer à essayer de le ramener au maximum vers son niveau antérieur. Après, à l'intérieur de ça, ce qui est intéressant, on n'invente rien. Bon, on avait des choses qui étaient très très intéressantes déjà dans les protocoles qui ont été faits par ceux qui nous ont précédés, bien sûr. Mais après, il y a cette facilité quand même sur des lésions comme ça, avec le croisé qui est quand même hyper répandu. C'est qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça H24. Et quand je parlais du protocole de Melbourne, en fait, avec tous les articles qu'il peut publier sur les tests qu'on a à mettre, si tu veux, au 2e mois, pour passer des étapes, le travail, il est pré-mâché, en fait. Donc, tu jettes un œil à ton protocole, tu regardes un peu tu regardes les tests qu'il y a. Ça te permet, avec la biblio, d'aller voir, en fait, comment sont faits les tests, comment il les a validés et tout. Mais c'est vrai que notre protocole, complété par celui du protocole de Melbourne, donne quand même énormément de billes pour aller au bout d'une rééducation d'un croisé. Et notamment dernièrement, là, il a publié, on a rajouté quelques trucs. Il y a le fameux problème de la chaîne ouverte, chaîne fermée qu'on a connu nous il y a une dizaine d'années quand quand on sortait de l'école, on aurait dit que tu passais ta pratique, tu parlais d'une chaîne ouverte sur un croisé, t'étais pas kiné en fait, t'avais pas ton diplôme. Là, on voit que ça change un peu, donc on commence à faire sur du 90-60 degrés des chaînes ouvertes avec des charges relativement faibles ou des élastiques, tu vois, un truc comme ça. Et on commence à intégrer aussi le BFR avec l'intérêt qu'il y a pour le contrôle de l'œdème, le développement de la force. Donc on invente rien, on essaie de faire les choses comme disait Polo tout à l'heure d'une façon relativement simple, mais on a tous ces outils dont on a parlé tout à l'heure qui nous permettent à des instants précis de mesurer où en est le joueur et savoir s'il peut passer à l'étape d'après. On parlait de passage de la force à l'explosivité, la vitesse, la plio. À chaque fois, on a des temps de passage avec des tests qui sont validés et des appareils, comme je te disais, soit l'isocinétisme, soit les plateformes de force, tout ça qui nous permettent de faire les tests et qui nous permettent de franchir les étapes de façon objective. On fait pas au doigt mouillé à chaque fois. Le joueur doit valider ses étapes avant de passer à la suivante. Et ça veut dire qu'il a aussi, du coup, de la prépa physique et des soins et de la rééducation tout au long de sa rééducation, lui. D'une manière générale, nous, quand on a un joueur en réhab, on s'occupe de la partie lésée. C'est-à-dire, par exemple, sur un croisé, on va faire le membre inférieur. Donc, tous les jours, quand il est en réhab, on s'occupe des deux côtés. C'est important que tu en parles. Tu vois, j'ai une anecdote là-dessus. On parlait des plateformes de force. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai voulu mettre le joueur qu'on a sur les croisés en ce moment, justement sur les plateformes, en se disant est-ce qu'il équilibre bien ces deux appuis, quoi, tu vois. Et à ma grande surprise, en fait, il était beaucoup plus en charge sur son croisé opéré. Ça arrive. Bon, il était opéré du croisé de l'autre côté, mais il est surtout gêné par une cheville opérée de l'autre côté, un déficit de mobilité qui fait qui le gêne un peu sur le squat. Et tu te dis en fait, pour l'équilibrer, faut pas que je le mette un peu plus sur son côté opéré, il faut que je travaille un peu sa mobilité de cheville, voilà. Donc nous on s'occupe du bas et en même temps on laisse la main au prépa physique qui lui va s'occuper de ce qu'il peut faire en cardio selon les niveaux qu'on peut lui donner. Donc sur un croisé rapidement on peut le mettre sur un vélo, il peut aller en piscine et après il va s'occuper de tout ce qui est la muscu haut, la planification de la muscu haut, donc soit maintien des aptitudes, soit développement quand il y a des joueurs qui ont besoin de profiter de ces plages-là pour se développer un peu musculairement. Donc ça, nous on s'occupe que de la partie du membre inférieur, par exemple sur un croisé. Le prépa s'occupe du reste du cardio et de la muscu haut, par exemple. Ok, top. Sur une lésion myo-aponévrotique. Du coup, écoute, sur une lésion myo-aponévrotique, j'ai envie de te dire, c'est une lésion tissulaire, quoi, comme une autre, qu'on parle du ligamentaire, du tendon, du musculaire. Ça reste un tissu lésé. Donc j'ai parlé tout à l'heure de cette blessure à l'instant T, ce qui se passe avant, ce qui se passe à l'instant T et ce qui se passe après. À l'instant T, on est comme tout le monde, on fait un bilan initial. Enfin, j'espère. Du coup, ça part. L'objectif du bilan initial, c'est poser un diagnostic
et arriver à identifier les critères de gravité. Donc bien sûr là c'est le rôle, c'est principalement le doc, s'il a besoin, il sait où nous trouver aussi. En principe on n'est pas très loin. Donc les critères de gravité, ça va être forcément influencé par le mécanisme. Et moi j'insiste sur un truc, c'est vrai qu'on en parle peu, mais en pratique, à mon sens, peut-être le critère le plus important, c'est l'impotence fonctionnelle immédiate. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un arrêt de l'activité immédiat? Est-ce que le joueur, il y a une plainte tout de suite avec un arrêt de l'activité, ou est-ce qu'il vient nous le rapporter, il a pu finir l'entraînement ou le match, et il commence à nous le rapporter après? Et ça, sur les délais d'indisponibilité, qu'on parle tu me parles d'une LMA, donc d'une lésion intrinsèque, mais sur une lésion extrinsèque, c'est à peu près la même chose, quoi. Sur une contusion, c'est important. Et tu le le délai, notes? il va se ressentir derrière. Ouais, tu le notes dans ton bilan? Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr. Après, nous, on a la chance, comme Rémi l'a dit, donc il y a ça, il y a la partie questionnaire, mécanisme, potence fonctionnelle immédiate. En principe, on la voit, on est au bord du terrain. Ouais. La partie des tests cliniques. Et rapidement, il y a l'imagerie, quoi. L'imagerie. Alors après, on sait que on n'a pas vraiment d'intérêt à la passer quelques heures après la lésion. On a plutôt tendance à attendre un petit peu. La lésion se dessine un petit peu mieux. Au niveau de l'inflammation aussi, les choses ont tendance à se tasser par rapport à de l'aigu pur. Et puis de toute façon, nous c'est une phase, les 48 premières heures, on est plutôt sur un protocole cool, police. Ouais. Alors j'ai pas peur de dire police, et quitte à paraître un petit peu old school, j'ai pas de problème avec ça. Police dans la plupart des cas. Alors il y a le débat chaud froid, il y a le débat compression ou pas. Moi ce qui est évident, c'est que quand le mec il a mal, j'ai pas peur de mettre du froid pour ses effets analgésique. Si le mec il a pas mal, il préfère faire du chaud, j'ai pas de problème non plus. Si c'est un petit grade, qu'il n'y a pas d'épanchement liquidien. Je parle des épanchements liquidiens. Du coup, s'il y a un épanchement liquidien, qu'il soit hématique ou pas, la compression elle a du sens. La littérature elle le montre, et nous ça apporte aussi un confort aux mecs. La plupart des mecs le demandent. Donc on n'est pas contre ça. Donc protocole police. Je suis pas contre le peace and love non plus, mais le froid en tout cas me fait pas peur sur les lésions à partir des grades 2 et plus. Donc après cette phase police, là il y a une image qui nous permet de dessiner. Quand je dis nous, c'est encore une fois c'est le doc en grande partie, notamment les délais. On parle de délai. Alors nous, le délai qu'on aime bien exprimer et communiquer avec le staff sportif, c'est le délai de retour à la compétition. Faut savoir de quoi on parle aussi quand on donne un délai. Parce que on donne un délai, ok, il en a pour 4 semaines, mais il en a 4 semaines, pourquoi? Si dans 4 semaines il reprend l'entraînement, dans combien de temps il reprend la compétition? Mais clairement, le coach, il a besoin de savoir quand est-ce qu'il va pouvoir le sélectionner. Donc toi, on a notre habitude, c'est ça, on échange autour des délais de retour à la compétition. Et est-ce que tu donnes 2 délais, c'est-à-dire un premier délai retour à l'entraînement et un retour à la compétition aspirée, ou tu donnes qu'un en disant un retour à la compétition? Non, nous on parle du retour en fait le lundi sur des semaines classiques, du retour à l'entraînement complet, 100%, à partir duquel peut s'en suivre une sélection sur le match le week-end. Mais quand on parle d'un délai, encore une fois on me dit mais attends, les protocoles time-based, c'est un peu dépassé. On n'a pas de problème avec ça. Tous nos protocoles ils sont criteria-based, sauf que le coach il a besoin de savoir quoi. Le coach il a besoin de savoir, le joueur il a besoin de savoir aussi, de pouvoir se projeter assez rapidement sur ok, mais moi je rejoue quand quoi, les mecs. Si tout se passe bien, c'est des mecs qui sont passionnés, qui ont envie d'être sur le terrain. Et du coup, voilà, c'est important pour eux, c'est important pour le coach, c'est important pour nous aussi pour anticiper la planification, nos rééducations. Donc souvent c'est une fourchette. Voilà, on n'est pas au jour près. Enfin, le doc il est pas devin, nous non plus, mais on a quand même pas mal d'indicateurs qui nous permettent de dessiner une fenêtre de retour à la compétition. Donc après, s'ensuit la réalisation d'un protocole. Xavier l'a dit tout à l'heure, je le répète, la base d'un protocole de rééducation, à mon sens, c'est de faire les choses dans l'ordre. Donc il a dit, c'est dans un premier temps, c'est respecter la cicatrisation. Dans un deuxième temps, c'est focus sur les amplitudes. Dans un troisième temps, ça va être un focus plus sur la force, mais du coup, on peut pas le dissocier du lever d'inhibition. Ça, c'est évident, on peut pas récupérer la force s'il y a une inhibition trop forte qui commence à s'ancrer. Après, ce qui concerne un petit peu plus les preps en parallèle de tout ça, c'est limiter le désentraînement. Et puis rapidement, après, on bascule sur une évolution fonctionnelle, bien sûr, qui est orientée vers le retour de la vitesse gestuelle. Et puis petit à petit, on intègre les activités rugby, qui sont spécifiques au poste. Évidemment, c'est un peu la particularité du rugby, mais on peut pas travailler de la même manière sur un pilier que sur un numéro 9, par exemple. Donc pour affiner un petit peu le protocole, c'est important de dissocier, est-ce qu'on parle d'une LMA, du membre inf ou du membre sup. Je pense que les plus courantes, en tout cas chez nous, celles qui nous impactent le plus, c'est les lésions des ischios. Donc on va parler un petit peu plus des LMA du membre inf.
Bon, il y a les mollets, les adducteurs, les quads pour nous, c'est beaucoup plus rare. Donc je l'ai dit, c'est un protocole qui est criteria-based. Les critères, ils sont, encore une fois, assez simples, hein, c'est des critères qui sont cliniques, des critères de mobilité, des critères de force, des critères pliométriques, des critères imagerie et des critères fonctionnels. Voilà, on n'invente rien, c'est important de poser les choses sur papier, on est 4 kinés à travailler, pour que tout le monde travaille dans la même direction, qu'on ait le même discours, voilà, nos protocoles sont écrits, on essaie de les suivre du mieux qu'on peut. Avoir ces critères, ça nous permet aussi du coup d'affiner le délai, parce qu'on a donné la fourchette au début, mais du coup au fil du temps, le délai, j'ai envie de dire, il se dessine quoi. Il se dessine, c'est un peu un accordéon. La première phase avance plutôt bien, on peut passer à la seconde. Si on se rend compte que j'aime pas dire on a gagné du temps, c'est pas ça, c'est que le délai, on a donné une fourchette au début, en fait son temps c'est celui-là, ses points de passage c'est ceux-là. Mais voilà, le délai final en tout cas se dessine. Alors ça peut être un petit peu moins et parfois ça peut être un petit peu plus, faut l'accepter, il faut rester assez humble par rapport à ça quoi. C'est pas parce qu'au début on a donné une fourchette de 4 à 5 semaines, si c'est 5 semaines et demie parce que ce joueur-là, sa cicatrisation elle prend un petit peu plus de temps, des fois il y a des facteurs qu'on contrôle pas forcément non plus quoi. Nous joueurs, on l'a 4 heures par jour, il en passe 20 tout seul en dehors, on sait pas toujours ce qu'il fait non plus. Faut accepter que peut-être ça prendra une demi-semaine de plus et être aussi transparent dans la communication avec le coach, avec le joueur Et ça, c'est quelque chose que tu vois arriver au fur et à mesure de la rééducation, avec tous les critères dont tu as parlé, où tu dis, là, par exemple, je sens que ça va être un peu plus long que prévu. Et du coup, tu communiques au doc et avec le staff là-dessus? Ouais, ça, c'est des échanges au quotidien. Rémi l'a dit tout à l'heure, il y a tout un suivi épidémiologique qui a été fait depuis des années. Donc, on a pas mal de pathologies et sur du membrane et sur du musculaire, on les a balayées malheureusement un peu toutes. Et on a des délais réels de nos mecs sur telle ou telle pathologie. Donc je te dis une bêtise, toi il y a 3 ans, on sait que tu t'es fait une lésion myotendineuse en proximale du semi-membraneux, grade 3. Et demain, on a la même pathologie, on clique sur un bouton, on regarde toi combien de temps ça t'a pris avec nos protocoles et déjà on a une fourchette quand même assez précise quoi. OK. Voilà, mais après en tout cas tous les critères peu importe quels qu'ils soient, moi j'incite vraiment les gens à en mettre et à vraiment l'écrire sur papier parce que ça engage. C'est un moment aussi où on se pose des questions. Pas mal, et quand on décide d'écrire quelque chose noir sur blanc, pourquoi c'est ça et pas l'inverse, ça permet de réfléchir autour de ça, mais surtout des critères objectivables quoi, reproductibles, des choses assez, encore une fois, assez simples. Carrément. Et mais si je peux simplement rajouter quelque chose, encore une fois, pour renforcer, Xavier l'a dit tout à l'heure, mais autant nous on peut communiquer un délai de retour à la compétition, de retour à l'entraînement, retour à la compétition. Mais le délai qu'on peut pas prédire, encore une fois, c'est celui du retour à la performance. Parfois, on a des mecs qui vont, au bout de 5 semaines, tous les feux sont verts, il a tout validé, il évolue bien, il retourne sur le terrain. Mais en fait, on s'aperçoit que il met des semaines, parfois des mois, à retrouver son niveau. Alors, est-ce que c'est la pathologie, est-ce que c'est autre chose? On maîtrise pas tout. Mais en tout cas, c'est important d'être aussi humble par rapport à ça, quoi. Voilà. RTP, pour nous, c'est retour à la performance. Okay. RTC, c'est retour à la compétition. RTT, c'est le retour à l'entraînement. Okay. Voilà. Top. Et la prise en charge d'une commotion cérébrale, alors qu'est-ce que vous faites? Alors la prise en charge d'une commotion, il y a surtout plusieurs phases, parce que tu vas avoir ta prise en charge immédiate, et tu as déjà eu l'occasion d'en parler dans tes précédents podcasts avec certains intervenants. Une des plus grosses problématiques, c'est la reconnaître, mine de rien. Au début, alors nous, dans le rugby... sur tous les matchs, on a une aide à la vidéo et un médecin de match indépendant. Reste que les commotions, quand ça se passe au fond d'un ruck ou sur des commotions qui sont très peu parlantes au niveau visuel, c'est pas toujours évident de poser le diagnostic. Et c'est assez fréquent qu'un joueur vienne nous dire oula, ça a tapé, mais soit 2 heures après le match, soit 2 jours après. Donc je dirais que la première problématique est de la reconnaître. Bien sûr, il y a les tests, les HIA. Donc au moindre doute, je pense qu'il y a pas de problème avec ça. Les joueurs sont sortis et sont évalués. À savoir aussi que si la commotion elle est évidente, le protocole, le HIA 1, on dit qu'on a un critère 1, c'est-à-dire un critère évident, comme peut l'être une ataxie ou une perte de connaissance. Et là, on se pose même pas la question, on fait pas de protocole et c'est vendu, quoi.
Donc ça, c'est la prise en charge immédiate. Bon, il y a 2-3 choses à faire en prise en charge immédiate, comme resucrer le joueur, voilà, des choses très simples. Mais finalement, on reste quand même assez passif sur la prise en charge immédiate, parce que tout simplement, il y a pas 50 choses à faire au tout début, si ce n'est bien sûr le mettre au calme, etc. Ensuite, il y a toute la phase d'évaluation de la commotion, et je dirais que ça dépend un peu du retentissement clinique immédiat, ou en tout cas dans les 48 premières heures, on se fait rapidement une idée de si la commotion va être résolutive au niveau des symptômes assez rapidement, ou si ça va durer. Ça, je sais pas si ça a été vraiment montré dans la littérature, mais par expérience, on a quand même l'impression que les joueurs qui vont très bien rapidement après une commotion, on sait que ça va relativement bien se passer. Oui. Par contre, les joueurs qui restent symptomatiques au bout de 2-3 jours, on sait qu'on est globalement parti pour 3 semaines, quoi. Okay. Donc bon, ça c'est plus un ressenti, et encore une fois, c'est tout à fait empirique. Donc sur la phase rapide, donc nous on a tout un système d'évaluation. Clairement, on est assez friand de ce qu'on appelle les biomarqueurs. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que la protéine S100, on en a déjà pas mal parlé, mais ça a été quelque chose de démontré sur Clermont. Donc c'est un marqueur de souffrance cérébrale. Cette saison, on travaille sur 2 nouveaux biomarqueurs qui sont GFAP et UCHL1. Donc on a une étude en cours là-dessus. Et systématiquement, pour toute suspicion de commotion, on prélèvera les joueurs en 2 heures post-match, 12 heures et 36 heures. Okay. Et si ces protéines restent élevées, on va continuer de les prélever toutes les 48 heures pour avoir une cinétique jusqu'à ce qu'on ait une décroissance qui revienne à son taux basal. Donc ces biomarqueurs, forcément pour étudier une décroissance, il faut qu'on ait des taux basales. Donc il y a des prises de sang aussi physiologiques qui ont été faites en pré-saison, puis lors des bilans obligatoires de prise de sang de la Ligue de rugby, et ce qui fait qu'on a au moins 4 baselines par joueur par an. Donc ça nous permet d'avoir des indicateurs donc biologiques. Ensuite, forcément on a la clinique, donc on a des évaluations assez classiques sur les troubles oculomoteurs, sur le niveau de fréquence cardiaque qui va déclencher des symptômes avec le Buffalo Treadmill Test, que je fais pas de manière systématique, mais qui peut être utile quand on sent que la commotion va durer plus de quelques jours. Et puis ensuite, ça reste somme toute très classique, avec du travail cognitif et une remise en charge très progressive au niveau de l'activité physique, avec un protocole qui est bien défini et qui est bien décrit par World Rugby. Voilà, avec des petites adaptations maison, mais voilà, globalement ça reste encore une fois des choses très simples, mais prises dans l'ordre et progressives. Il y a le versant nutrition aussi qu'on travaille pas mal à Clermont, avec notamment Stéphane Valran, qui est notre nutritionniste et qui travaille beaucoup là-dessus. Je te les ai donnés, tu pourras peut-être mettre la référence, mais on a publié en 2021 un article là-dessus. Donc voilà, il y a toute une prise en charge nutritionnelle du joueur en parallèle de la commotion qui est mise en place. Ouais, top. Et votre relation avec les prépas physiques, avec le staff technique, on a parlé de communication, on parlait surtout entre vous dans l'équipe, entre le doc et les 4 kinés. Et par rapport au prépa, par rapport au staff, qu'est-ce que vous communiquez? Qu'est-ce que des fois vous gardez entre vous? Comment vous faites? Sur les blessures, forcément, il faut qu'il y ait un partage d'informations. Le partage d'informations, on sait que le secret médical dans le sport pro, c'est compliqué. Il suffit de regarder l'équipe tous les matins pour voir que tout le monde s'assoit dessus assez facilement. D'autant que à l'intérieur d'un staff, comme les kinés l'ont dit, sur les réhabilitations, il y a un moment où les prépas vont prendre le relais. Donc il faut bien qu'on sache sur quelle pathologie on se trouve, à quel stade, et qu'ils aient un petit peu toutes les caractéristiques de la réhab en tête. Pareil avec le staff sportif, il faut au moins partager un diagnostic et qu'ils puissent se faire une idée. Alors après, moi c'est ce que j'avais
j'avais un petit peu réfléchi à ta question. Et je me disais qu'il y avait plutôt 3 axes qui vont régir un peu les relations entre le médical et le staff technique et sportif. Pour moi, le premier, c'était la confiance entre les secteurs, parce que c'est assez toujours dans certains clubs problématiques avec les histoires entre les physios, les prépas. C'est quelque chose qui est toujours un peu touchy. Et c'est 2 secteurs qui doivent s'articuler parfaitement pendant les passages de relais des réhab notamment. Donc la confiance entre les différents secteurs, pour moi, c'est primordial. Et la confiance que le sportif peut avoir aussi envers le médical, forcément, c'est important. Parce que s'il y a pas de relation de confiance, on peut pas du tout avancer. Le deuxième, c'est la communication. Maintenant, dans les clubs de rugby pro et dans le nôtre actuellement, on a des staffs de 20 personnes. Donc pour faire passer l'information, c'est toujours un problème, enfin en tout cas un enjeu au quotidien. On a bien sûr tous des groupes WhatsApp, etc. Mais le contact direct, ça reste toujours quelque chose d'important et de primordial. Donc je sais que nous on a beaucoup de réunions. Mais oui, dans les staffs étoffés, la communication c'est toujours un enjeu. Et le dernier axe dont je voulais parler, c'est l'indépendance du staff médical. L'indépendance dans les décisions qui concernent les blessures et les délais, et puis sur les décisions, les timings, etc. Tout en gardant que la santé du joueur, ça doit rester la priorité. On reste bien sûr dans un monde professionnel avec des enjeux de sport de haut niveau, donc il faut qu'on donne des fenêtres sur les délais, mais pas des porte-fenêtres, quoi. Donc voilà. Mais l'indépendance du staff médical doit rester quelque chose de vraiment d'important. Et pour le coup, c'est quelque chose dont on n'a pas à se plaindre à Clermont, avec une culture du médical qui a toujours été respectée et ce depuis des années. Donc on arrive un peu, nous on bénéficie du travail des anciens là-dessus et on les remercie pour ça. C'est une chance. Et on a parlé de délai, on a parlé de si le délai est pas respecté. Et moi, j'aimerais aborder la question de la pression. Parce que vous bossez à haut niveau, on a parlé de communication, tu as parlé de confiance, d'indépendance. Et comment est-ce que chacun d'entre vous un peu gère ça? Est-ce que c'est on va dire l'aspect, je sais pas, on a parlé de marathon et tout ça. Est-ce que c'est le fait d'avoir un sport à côté qui te passionne, par exemple, qui te permet de t'évader? Est-ce que c'est la famille? Comment on équilibre ça quand on travaille comme ça? Ouais, je pense que t'as une idée de la réponse. Moi, en tout cas, ma manière de gérer la pression, c'est déjà de travailler sur l'anticipation. Comment on peut travailler en amont pour éviter que cette pression elle arrive et qu'elle soit trop forte. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est notamment la planification, quoi. Quand on attaque la semaine, c'est important. En fait, ma semaine, elle commence le dimanche soir, parce que je veux anticiper, je veux planifier ma semaine, je veux planifier mes réhab, le contenu, les horaires. Voilà, j'aime pas laisser trop de place à l'imprévu. Et peut-être que c'est un mécanisme un peu de défense, hein, et j'ai pas de problème avec ça, mais c'est sûr que je me dis que plus on anticipe, mieux c'est. Donc déjà en amont, c'est ça. Pour moi, ce serait l'anticipation. Gérer la pression. En fait, quand tu parles de pression, moi, je vois ça un petit peu comme une relation conflictuelle. Enfin, je le vois plutôt de manière péjorative. Donc, pour moi, un des meilleurs moyens, en tout cas, d'éviter les conflits, c'est la communication, la transparence. On l'a dit tout à l'heure, pas avoir peur quand on voit qu'un délai, s'il est en train de se dessiner un petit peu à la hausse, un peu plus que prévu. En parler assez rapidement, en fait, que le coach, lui, il a juste besoin de savoir, en fait. Si c'est sûr que s'il doit reprendre le lundi et que le dimanche, on lui dit, ouais, écoute, finalement, ça prend 2 semaines de plus, ouais, il tombe de haut, il apprécie pas parce que, en fait, on l'a pas appris la veille, quoi. Enfin, c'est évident, il y a des signaux, avant-coureurs. Donc, ouais, ça, anticiper, communication, important aussi de connaître son rôle. Rémi, il l'a dit, on est une vingtaine dans le staff. La pression, parfois, c'est aussi un petit peu, en tout cas, les relations conflictuelles, elles peuvent apparaître par ça, la sensation que l'un prend un peu le rôle de l'autre, qu'un tel ou un tel déborde un petit peu sur sans prendre le rôle de l'autre, mais sur un rôle qui est pas le sien. Donc, ouais, moi j'aime bien les choses assez. Je suis un peu comme ça, bien carré, chacun à sa place, chaque chose à sa place aussi, et arriver à respecter un équilibre. Alors, ouais, l'équilibre, il est pas simple pour moi, en tout cas, dans mon équilibre.
j'ai envie de dire le mien, il y a 3 choses. Il y a la vie privée. Je suis papa, j'ai 2 petits garçons, un petit de 2 ans, un petit de 4 ans. J'ai une compagne. Je suis conscient que sans l'investissement de ma compagne, ce métier passion, il serait pas réalisable, quoi. Enfin, c'est évident, partir à Clermont, loin des familles, souvent absent le week-end, même si présent la semaine, bah, c'est commencer tôt le matin, c'est parfois quand on rentre le soir, c'est se remettre au boulot aussi. Donc, présent physiquement, mais parfois un peu absent aussi, dans la vie familiale. Donc, j'ai beaucoup de respect pour elle, pour ça. Et c'est vrai que l'équilibre, où on place le curseur entre, donc moi j'ai dit 3 choses, il y a la vie familiale, la vie professionnelle et mon temps à moi. Mon temps à moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas mal de sport d'endurance, mais parce que j'aime bien, j'adore le triathlon, mais que ce soit nager avec son téléphone portable, c'est pas facile, du coup forcément quand je vais nager, bah je suis coupé de tout ça et c'est un petit moment de liberté. C'est pareil avec la course à pied, je prends jamais mon téléphone portable. En vélo, je le prends. Parce que si j'ai un pépin, j'aime bien que les gens soient informés. Mais ouais, moi c'est vraiment c'est ça, c'est mes moments de liberté autour du sport d'endurance. Et découpé. La famille. Quand je dis la famille, c'est aussi mes proches, hein, bien sûr. Et voilà, le boulot, où est-ce qu'on place le curseur. Et parfois, quand la pression est un peu forte aussi, c'est important, je pense, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de temps pour soi, de remettre un petit peu de l'ordre dans ses priorités. Et on se rend compte que, ok, c'est un métier passion. C'est du sport. Peut-être ça va interpeller quelques personnes, mais c'est juste du sport, quoi. C'est juste du sport qui suscite pas mal d'engouement autour. J'ai conscience, hein, il y a des enjeux financiers, il y a pas mal de choses autour, mais voilà, c'est un métier, c'est du sport. On parle pas de vie humaine, en tout cas rarement et heureusement. Voilà, c'est moi, le mécanisme de défense, c'est un peu cela. Ouais. Et toi, Xavier, alors du coup, comment tu le gères? C'est quoi ton truc? Alors moi, contrairement à Paul, tu n'entendras pas parler de sport d'endurance. Triathlon. Non. Non, mais pour moi, en fait, il y a différentes, ouais, chacun son sport. Et il y a différentes façons. Enfin, quand tu parlais de la pression, pour moi, il y a la pression qui peut émaner de la semaine, ou alors des circonstances dans lesquelles est le club, que ce soit parce que tu as la pression des résultats, parce que tu es un peu bas et que tu veux remonter, soit parce que tu joues un match très important. Tu joues une demi, tu joues une finale, donc la pression monte pendant toute la semaine. Je trouve que depuis le temps qu'on est là, enfin avec Paul, j'ai l'impression que au fil des années, tu t'habitues pas, mais tu la vis différemment. Je pense que quand t'arrives en fait dans un milieu professionnel comme ça, au début t'es un peu surpris par la pression qu'il peut y avoir autour des matchs, et la façon dont les mecs se préparent de temps en temps, comment ça monte. Et après t'as la pression du match le week-end, pareil, où je trouve que au fur et à mesure des années, tu vois, enfin moi je vais faire un match de top 14 comme enfin pas comme je vais faire un domicile, mais maintenant les choses vont plus facilement, quoi, tu vois. On a été confronté de temps en temps à des problèmes de timing sur un match où tu te dis, sur une finale, je me souviens de problèmes de bouchons, tu te dis, ça va jamais rentrer, tu vois l'horaire de sortie, t'es en panique. Et maintenant, en fait, quand il y a ça, je me dis, ça va rentrer crème, quoi. Enfin, après, c'est juste un peu d'expérience. Et après, quand tu parlais de tips, alors moi je te dis, je parle pas de sport d'endurance, mais ça m'arrive les jours de match ou les veilles de match, je me mets un truc violent, court. Alors muscu, je vais faire un watt bike, je vais me pulvériser, je vais vraiment me vider, et après pendant un temps avec une partie du staff, on faisait un fight club le vendredi matin. Alors on se battait pas. Il y avait le doc sur la commotion à côté. Mais on faisait une demi-heure de boxing, et ça te permet de te vider. En fait, tu te mets bien pour la journée, t'es tranquille après, et t'arrives à supporter tous les petits aléas qu'il peut y avoir autour du timing d'un match. Et, tu relativises après tout le reste, quoi. Ouais. Ça permet d'appréhender les choses de façon un peu plus calme et relativement souple. Mais je pense qu'on va tous en parler. On vit dans le sport pro, on a la chance d'avoir des outils à disposition, tout ce qu'un professionnel peut avoir. Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir faire du sport quotidiennement. Je pense avant, moi quand j'étais libéral, que tu finissais ta journée des fois à 20h, tu te dis faut aller récupérer le sac, aller faire une séance. Là, tu finis ou tu commences ta journée par du sport, si tu veux, ça te prend pas beaucoup plus de temps. Et ça,
quand t'es sportif, vivre dans le milieu professionnel et avoir ces outils-là, c'est quand même un luxe, quoi, je trouve. Donc, les tips pour le stress, c'est le sport, quoi. Ok, top. Clément, qu'est-ce que t'as choisi? Moi, je vais pas révolutionner le truc, hein, non. Déjà, c'est relativisé parce que, déjà, comme le disait Paul, c'est du rugby. Et donc je pense que peut-être on a moins de pression que d'autres métiers ou du soin, des urgences ou autres, etc. Mais c'est aussi relativisé parce que je pense que moi, en étant le dernier, etc., je dois avoir peut-être un peu moins de pression aussi que mes collègues. Donc voilà. Bon, si j'en ai, j'essaye en tout cas de gérer ça par déjà le travail d'équipe, de manière générale, l'échange, la bonne humeur, juste voilà, c'est hyper important, quoi. Moi j'avais une directrice d'école, c'est ça, qui disait premier jour arrivé à l'école, elle dit le plus important, on va se croiser tous les jours, c'est un sourire, quoi. Vous souriez. Mais je pense que c'est encore plus important que ça, déjà ça met vachement d'énergie, quoi. Et bien manger. Et pourtant, il y a plein de gens qui font la gueule. Voilà. J'allais dire, et bien manger aussi. Après, faut voir que c'est travail aussi. Non, mais c'est vrai, c'est amener de l'énergie. Déjà peut-être aux collègues déjà qui peut-être subissent plus de pression. J'espère que j'en leur emmène, et puis aux joueurs, quoi, aussi. Ouais. Parce qu'on les a avec nous et tout, et je pense que c'est pas mal de bien rigoler. Je pense que ça fait partie du truc. Ok. Et non, puis je vais pas révolutionner, mais le sport, quoi. Le sport, parce que moi, je pense que déjà, contrairement à mes collègues, j'ai pas d'enfant. Donc, j'essaie encore d'avoir une vie qui est hyper simple, qui est hyper, et donc, moi, une fois par jour, j'ai mon sport et je suis heureux et ça me va bien comme ça. Donc, si j'ai le sport, c'est bon, et on est parti pour la semaine. Ouais, c'est bon. Top. Et toi, Rémi, du coup? Moi, je pense que du coup, en tant que médecin, de par ma fonction, j'en ai peut-être un peu plus que mes collègues. Ça se gère avec l'expérience, avec le recul. Certes, c'est que du sport, mais ça nous arrive quand même de temps en temps d'avoir des pathologies graves. Ça nous est arrivé plusieurs fois ces dernières années, donc il faut quand même les gérer et être à l'aise avec ça. Clément en parlait, je pense que le travail d'équipe, c'est quand même une grosse partie de la gestion de la pression. On a la chance d'être un staff assez soudé qui vit très bien ensemble, ça déconne bien, et ça c'est une vraie soupape au quotidien. Après, forcément, si on fait ce boulot, c'est que la petite tension qu'on peut avoir avant le match, tout ça, cette petite adrénaline, c'est quelque chose qui nous excite aussi. Donc si on est là, c'est pas pour rien, et ça c'est quelque chose qu'on peut aimer d'un certain côté. Moi je suis un peu moins sportif que mes collègues. T'as le droit de dire que c'est je me cacherai derrière mon fils et l'achat d'une maison. Non, pas de tips particuliers. C'est sûr que déconnecter c'est important. C'est un peu plus compliqué en étant doc parce que forcément on est une espèce d'astreinte un peu continuelle. Les joueurs ils peuvent appeler un peu n'importe quand pour un souci. Alors c'est passé par l'éducation des joueurs, ils appellent pas pour rien. Ils sont, ça a pu être le cas par le passé, mais maintenant c'est quelque chose qui est assez cadré et ils abusent pas. Mais néanmoins, tu peux quand même avoir un mec qui est malade, je sais pas, une veille d'entraînement, une veille de match à 23h, et il faut quand même que t'aies l'info. Donc il y a ça, faut se ménager quand même du temps pour soi et ça se passe bien. Ok. Après, si je peux ajouter un truc là-dessus, c'est que nous on a parlé des 3 kinés, on parle de la pression. Enfin, moi je sais que je suis toujours, presque admiratif, parce que Rémi parlait tout à l'heure de son arrivée, c'était pendant le Covid, c'est gestion Covid, il y a eu plein de trucs, et après, mine de rien, par rapport à son statut, et c'est le responsable au plus haut hiérarchique du staff médical, un médecin, il engage sa responsabilité sur tout, quoi. Donc, je pense qu'on peut pas comparer le stress d'un kiné et le stress d'un doc, ne serait-ce que par la responsabilité que t'as sur tout, en fait. Donc c'est vraiment je pense qu'il faut se rendre compte que
médecin, mais dans un staff sportif, mais comme ailleurs, quoi. On n'a pas les mêmes responsabilités qu'un kiné, et je pense du coup c'est pas le même stress qui est généré non plus, vraiment. Du coup, une semaine type ou une journée type par rapport à un match, si on prend un match, je sais pas, samedi, dimanche, c'est quoi le plus souvent c'est le samedi quand même. Donc on a une semaine qui va commencer le lundi, qui est une journée pardon assez légère. Les joueurs reviennent du match, on va progressivement basculer sur une semaine d'entraînement assez intense. Donc le lundi c'est léger. Après mardi et jeudi là c'est les plus grosses journées, donc ponctuées de muscu, de vidéos, pour préparer le match. Le mercredi, donc c'est la journée off. Ouais. Donc là ça coupe, les joueurs peuvent venir faire des soins, de récup, etc. Donc journée off pour les joueurs. Vous êtes là. Ouais. Les blessés en fait les kinés sont là tout le temps, et les blessés aussi viennent du lundi au vendredi. Donc après ils s'adaptent au créneau dispo. Et le vendredi, du coup, mise en place pour le match du week-end. Après, du coup, on les suit sur le match, et on revient le lendemain du match pour faire le point, les bilans, du coup, avec le doc sur les blessés, etc. Pour voir qui rattaque la semaine suivante. Ok. Et on est parti. Ça veut dire que si ton match est le samedi, le dimanche, il y a quand même une permanence, et vous êtes tous les 5 ici? Non, du coup, il y aura qu'un kiné qui a fait le match sur les deux, et le doc. Ok, d'accord. C'est très court, ça reste le matin. Débriefing et ça va vite. Après, tu parlais, on a fait la différence tout à l'heure un peu aussi. On a différentes gestions de blessures pendant la semaine. Tu demandais un peu comment gérer les blessés. Ouais. Mais grosso modo, il y a les blessés de longue durée. Ouais. Donc ceux qui sont en réhab et qui ont un planning différent. Ok. Il y a les blessés qu'on gère à la semaine ou au jour le jour. Une béquille. Ouais. On va dire est-ce qu'aujourd'hui il peut s'entraîner ou pas, sachant que le joueur va postuler pour le week-end. Ouais. Donc ça va être un peu au jour le jour, voire des fois parfois pendant la demi-journée. Ouais. Et après on a les bobos quotidiens ou un peu chroniques qu'on voit soit sur table, soit avec des exercices de réhab ou de préhab quotidiennement, quoi. Donc en fait, il y a 3 catégories de joueurs dont on s'occupe grosso modo. OK. Top. Et alors vos livres préférés sur la performance ou autre, qu'est-ce que vous avez? Alors moi, pour être honnête, je suis pas un grand lecteur, mais par contre, je pense que j'ai des membres de ma famille qui aiment bien me titiller et me challenger là-dessus. Donc souvent à Noël et à mes anniversaires, j'ai un bouquin, et j'ai du respect pour les cadeaux, donc je les lis quand même. Et cette année, il y en a 2 que j'ai beaucoup aimé. Le premier, c'était L'Art de la Victoire de Phil Knight. Ouais. Donc c'est le fameux créateur de la marque à la virgule. Ouais. Moi j'ai trouvé ça super parce que c'est un bel exemple d'entrepreneuriat. C'est vrai que je pense qu'on a tous chez soi au moins un article, un produit estampillé avec la virgule, et en fait ça part d'un mec armé de son courage, de pas mal de patience, d'audace. Et voilà, c'est bien aussi de lire ça et de se rendre compte que parfois il y a des choses qui aujourd'hui sont dans notre paysage à l'échelle internationale, mais en fait ça part d'un petit mec bien motivé, passionné d'athlétisme, qui a envie d'avoir une bonne paire de chaussures pour courir, et donc voilà, j'ai bien aimé. Après, il y a un deuxième bouquin dont j'avais entendu parler par un de mes anciens collègues, et en fait c'est revenu dans un de tes podcasts justement quand t'as posé cette question-là. Et on me l'a offert. C'est La stratégie de la boîte noire de Matthew Syed. Donc c'est un livre qui a été écrit en 2015, et j'ai adoré parce que ça colle pas mal avec ma philosophie. En gros, de toute façon, c'est marqué sur la couverture du bouquin, c'est le secret de la réussite se cache dans nos échecs. Effectivement, du coup, l'auteur, il explore la relation un peu intime entre l'échec et le succès. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Enfin, moi, j'incite, mais je pense dans tous les corps de métier, mais encore plus, je sais pas, mais dans le nôtre, c'est sûr, pas avoir peur de l'échec, quoi. Entreprendre, essayer. Faut se planter. Bah ouais, t'as pas de protocole, mais en fait, si tu commences pas par un protocole, par la version 1.0, t'auras jamais de 2.0, de 3.0, et puis un protocole fini enfin, ayez pas peur, quoi. Ayez pas peur, lancez-vous. Et voilà, c'est un bouquin dans lequel il fait un parallèle intéressant avec le monde de l'aviation. C'est pour ça que c'est la stratégie de la boîte noire. Et en fait, l'aviation, il y a quelques dizaines d'années, c'était un moyen de transport particulièrement à risque. Mais par ce système-là, en fait, ils ont su analyser les erreurs, les défaillances de chaque vol,
travailler dessus pour éviter que ça se reproduise. Et en fait, aujourd'hui, l'aviation, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu la trame de ce livre-là. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle bien. Et c'est un transfert qui est assez facile dans mon quotidien. Enfin, on lit 3 pages et on se dit mais pour ça, faudrait faire comme ça. Mais et ça, j'aime ça en fait. Ouais. J'ai pas l'impression de perdre mon temps à lire un bouquin avec lequel j'en tire pas grand-chose, quoi. Chaque page est plutôt intéressante. Okay. Voilà. Et puis après, quand je dis mon quotidien, c'est en tant qu'il est, mais c'est pareil dans la vie d'un sportif. Moi, j'aime bien bricoler. Mais commence. C'est sûr, tu vas pas commencer par fabriquer une maison, mais peut-être commence par fabriquer une cabane pour tes gamins et t'en te retireras 2-3 trucs et puis petit à petit, peut-être qu'un jour tu feras une maison, quoi. Ou dans la vie de papa, ou enfin bon, voilà. Ça, c'est 2 bouquins qui m'ont, j'ai bien aimé, donc merci à mon petit frère et merci à ma compagne. Top. Xavier? Alors, je vais parler de 2 livres qui vont nous intéresser en tant que kiné. Ouais. Et après, je donnerai une œuvre de littérature quand même qu'on passe pas pour des bonnets complètement. Donc le premier, tu vas voir les deux en kinésithérapie, c'est 2 salles, 2 ambiances. Ouais. Vraiment, j'allais dire majeur mouvement au début, mais j'ai pas c'est gratuit. Non, en fait, le premier, ça s'appelle Le sens du mouvement de Berthoz. Donc c'est plutôt de la neuroscience. C'était une prof de neuro qui nous avait donné ça à l'école. Ouais. C'est très compliqué, donc j'ai compris que 1/10 du bouquin. Mais grosso modo, il explique la complexité du cerveau, du système nerveux central et de son interaction avec l'environnement. Et grosso modo, tu comprends pourquoi avec l'expérience. Et du coup, comment anticipe le cerveau après? Quand tu commences à grandir, que tu traverses une rue, tu vois un camion, tu te dis tiens, il roule à peu près à cette vitesse, je vais avoir le temps de traverser ou pas. Donc, grosso modo, c'est ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et l'autre, alors c'est un peu vulgarisant, c'est la méthode Tom Brady. C'est un bouquin que lui a écrit sur comment il s'est entraîné, qu'est-ce qu'il a empilé comme élément pour faire de la performance. Bon, c'est un peu il a des produits à vendre quand même. Mais quand je te disais tout à l'heure que ce qui était hyper intéressant, c'était de monter la pyramide et mettre les éléments en fait un par un. En fait, tu te rends compte que ce qui a fait ça, parce que lui a quand même gagné encore un Super Bowl à 42 ans, il a joué jusqu'à 44. Enfin, c'est un athlète que j'admire, surtout de par la longévité en fait. Et il y a rien d'extraordinaire dans son bouquin, mais déjà si on avait tous nos joueurs qui faisaient ça, c'est de la mobilité, c'est du gainage, c'est des conseils alimentaires. C'est des conseils pour le sommeil. C'est l'hygiène de vie quotidienne en fait pour perdurer. Et lui, par rapport à sa discipline, qu'est-ce qu'il a mis comme routine pour son épaule, pour ses gestes sportifs et tout ça. Donc, je l'ai trouvé bien. Bon, c'est un peu vulgarisant, mais c'est assez intéressant. Et ensuite, comme bouquin pour parler littérature, j'étais assez bluffé moi par Albert Camus. D'une manière générale, et L'étranger, c'est un livre coup de poing qui m'a pas mal marqué, et j'aime bien, c'est court, c'est un grand coup de poing dans la gueule, et je pense que contrairement à pas mal d'autres trucs, on comprend pourquoi il y a beaucoup de gens à qui ça plaît. Ouais. Ok. Top. Clément. Après Albert Camus, faut rebondir là. Ouais, on va faire une petite pause littéraire. Ouais, alors là, complètement. Moi, je suis assez admiratif de 2 types de personnes, je pense, enfin, entre autres, hein. Mais je veux bien être admiratif comme ça, et c'est les explorateurs. Déjà, donc je dirais tous les livres de Mike Horn, etc., qui parlent bien. Pour moi, c'est en termes de performance, je vais essayer de retomber sur mes pieds avec la définition que je t'ai proposée tout à l'heure, qui repousse ses limites et qui atteint ses objectifs. Je pense que les explorateurs, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ouais. Des fois, tout seuls, ils arrivent à mettre en place les choses pour faire ce qu'ils veulent faire à la base et que personne n'avait fait avant. Donc, entre autres, Mike Horn, je trouve ça, en termes de performance, c'est pas mal. Et il y a aussi les militaires. Je trouve que quand même pour mettre en place leurs objectifs, on a un jargon qui est un peu aussi militaire. Ici, on fait des briefings, on débrief avec ce que disait Paulo tout à l'heure, l'aviation qui débriefe tout pour s'améliorer chaque jour. Je pense que les militaires, c'est quand même des exemples. Donc un livre écrit par l'amiral William McRaven. Donc c'était un
un force spéciale américaine, un Navy SEAL, et qui a écrit si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. Et du coup, voilà, des choses très simples. Donc il y a plein de tips lui pour gérer tout ça, mais des choses très simples qu'il faut faire et pour arriver à ses objectifs et pour repousser ses limites. Ouais. Donc voilà. Top. Et Rémi? Et moi, moi j'aime beaucoup lire, je lis beaucoup. Mais j'ai horreur de tous les trucs. C'est le médecin. C'est ça. J'ai horreur de tous les trucs de développement personnel et tout. Franchement, ça me fait chier. Du coup, en fait, c'est plus pour m'évader que je lis. Donc, je suis plus dans les romans. J'ai beaucoup aimé tous les bouquins de Sylvain Tesson. Là. On tombe un peu sur l'aventurier qui fait des voyages. C'est pas de l'exploration pure, mais qui se fait des aventures comme ça. Et un dernier bouquin que j'ai lu et que j'ai trouvé top, et j'ai vu que ça a été adapté en série, c'était Terror de Dan Simmons. C'est ça parle de deux vaisseaux de la marine anglaise qui cherchent le passage nord et qui sont bloqués dans les glaces, et c'est toute l'histoire de ces mecs. Voilà. Top, impeccable. Et du coup, c'est qu'on peut vous joindre si les gens ont des questions, veulent en savoir plus ou quoi? Est-ce qu'il y a une adresse mail ou un réseau en particulier? Bon, on est tous joignables sur LinkedIn si besoin. Ouais. Top, ça joue. Merci beaucoup. Merci à toi, Julien. C'était top. À la prochaine. À bientôt. Ouais. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.